Hello les coquinous! Dites-moi, est-ce que vous savez comment on appelle un sexe de curé? Mmh? La vérité. Oui, parce que la vérité sort de la bouche des enfants. Ah bah oui, c'est sûr. Bah, à un moment, ça devait arriver, hein. Ça devait, voilà, ça devait vous nous tomber sur le bec. Hein. Je vais parler d'un comics qu'on considère comme malsain, dégueulasse, tout ça. Eh ben, il faut une vanne dégueulasse. Il faut un truc malsain. C'est comme ça. Ah! Oui, parce qu'aujourd'hui, on va parler de Crust. Hein? On va parler de Crust. Allez, générique. Alors, qu'est-ce qu'on n'aura pas dit sur ce comics, hein, que c'est ignoble, c'est bien trop gore, il y a bien trop d'horreur dans ce truc-là, que c'est. Il y en a même qui m'ont dit, oh, j'ai jamais pu aller jusqu'au bout, c'est blindé de cul, on dirait presque un roman de Bruno Le Maire, hein, pour le coup. C'est vrai que bon, il n'y ira peut-être pas aussi loin que ça quand même. Hein. Mais oui, oui, c'est vrai que tout ça est vrai. Il y a effectivement, indéniablement, une énorme part de provocation dans ce comics. Hein. Mais ça semble logique, hein, puisque on a affaire à un grand provocateur devant l'éternel, hein, l'auteur en lui-même, hein, eh ben, c'est ni plus ni moins que Garth Ennis. Voici venu le temps des rires et des chants. Donc, resituons un petit peu Garth Ennis. Alors, Monsieur Garth Ennis est un monsieur qui est né en janvier 1970 en Irlande, dans la jolie petite ville de Hollywood. Ben oui, même là-bas, il y a du Hollywood. Et donc, bah, ma foi, c'est un homme qui va commencer, comme beaucoup de Britanniques, hein, dans les parutions londoniennes, et notamment 2090, où bah, il va se faire remarquer assez tôt. Hein. Un de ses premiers travaux publiés s'appelait True Face, donc la vraie foi. Et déjà, à l'époque, il avait été carrément interdit. L'éditeur avait décidé de le retirer de la vente parce que bah, ça avait levé toute une polémique, hein, puisque dans ce bouquin, en fait, il critiquait la foi hein, au travers de la vie d'un jeune homme qui s'apercevait finalement que la foi pouvait être potentiellement extrêmement dangereuse lorsqu'elle était mal orientée, mal utilisée par certains, donc un petit aperçu du fanatisme. Donc on s'aperçoit assez tôt que notre ami Garcenis, eh ben, c'est quand même quelqu'un qui est anticlérical, hein, athée hein, pour le coup. Il va poursuivre avec des œuvres bah, qu'on connaît bien, hein, pour le coup, hein, au-delà de chez Tout Art the Nighty, hein, il va être repéré donc par Vertigo, chez Vertigo, et on va lui devoir le fameux Preacher, qui, pour le coup, est un joli petit fuck à l'idée de Dieu et à l'idée de divinité. Donc on a une écriture très punk, en fait, hein, très provocatrice. Hein. On lui doit The Boys, hein, ou sa vision des super-héros, en fait, hein, ni plus ni moins. Je rappelle le concept de The Boys. C'est un groupe de personnages qui remettent les super-héros dans le droit chemin parce qu'en fait, les super-héros ne sont que des gros fils de pute, hein, soyons clairs. Donc, bah oui, on va avoir des personnages hauts en couleur, mais toujours ultra violents, avec une violence vraiment très prégnante. Hein, c'est bien simple. On dirait la fin d'un meeting de Zemmour. Alors pour autant, est-ce que ce monsieur se cantonne systématiquement à des récits trash, gore pour du gore Non, non, pas vraiment en fait. Hein. Il a même une certaine prédilection pour les récits de guerre. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin, les récits de guerre, c'est pas joyeux, hein, c'est pas la fête du slip. C'est vrai, pour le coup. Mais lors de ses écritures, enfin, en termes de récits de guerre, eh ben, on se penche beaucoup sur la personnalité des individus, de ces personnages, aux épreuves et à leur réaction par rapport à ces épreuves d'extrême tension guerrière. Hein. C'est pas sans point commun avec Crost, hein, en vérité, hein, les survivants. Hein. Le point commun, c'est qu'ils vivent l'horreur. Hein. Je prends pour exemple son War is Hell, qui est disponible chez Panini, donc, qui nous raconte l'histoire d'aviateurs durant la Première Guerre mondiale. Il insiste bien sur le fait de leur courte expérience de vie, de l'horreur de leur mort, généralement dans les cieux. On pourrait penser à chez Comics Initiative aux deux tomes de Battlefield. Hein. Vous avez un qui est Femme en guerre et Homme en guerre, où là on est vraiment sur bah, des récits au plus proche des personnages, hein, qui en sont carrément touchants. Hein. Out of Blues chez Paquette,
où on suit des aviateurs britanniques sur la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec, en plus de cela, des parallèles avec leur vie privée, leur vie entre eux. Enfin bref, on a vraiment un très large panel qui nous fait dire que Garcenis ne fait pas du gore pour du gore. Il a une curiosité pour l'horreur que vivent les gens, en définitif. Hein. Je crois que ça lui fait peur, et je crois que c'est un espèce d'exorcisme, en fait. Hein. À côté de ça, bah, il fait aussi des parutions très touchantes. Je pense à Rover Red Charlie, qui est donc chez Comics Initiative, où après une pandémie, une espèce d'apocalypse où tous les humains sont morts, eh ben, on va suivre trois animaux, trois chiens en fait, qui vont parcourir les États-Unis. Et c'est drôle, c'est touchant, et on voit il y a une grosse sensibilité dans les propos, dans le récit en lui-même, dans la position et l'analyse qu'il fait du comportement des animaux. Ça démontre clairement que ce mec-là n'est pas juste un gros connard pervers qui pourrait avoir sa carte chez Renaissance. Bon allez, on va arrêter de tortiller du queue pour chez droit. Qu'est-ce que c'est que Crost, en fait? Le récit, il est relativement classique, en fait, hein, il est relativement simple. C'est la fin du monde, voilà, on commence comme ça. Donc on a une invasion d'infectés, hein, comme ça s'est déjà vu dans un nombre incalculable de films post-apo zombies. Sauf que là, la particularité, donc, c'est qu'on a affaire à des infectés qui restent, j'allais dire humains, non, ils sont pas morts, déjà, c'est pas des morts vivants, mais simplement, ils vont s'adonner à tout ce qu'il peut y avoir de pire, mais de pire dans la perversion humaine, en fait. Hein. Donc, concrètement, c'est un peu comme si toutes les frontières, toutes les inhibitions sociales et sociétales tombaient. Hein. Donc, ça veut dire qu'ils vont s'adonner au cannibalisme, au viol, au meurtre dans des conditions absolument atroces et épouvantables. On a vraiment, vraiment de l'abjection. Hein. C'est vraiment une horreur la plus absolue et la plus totale. Et alors pourquoi Crost? Eh bien parce que la première marque qui va apparaître, au-delà bien entendu du comportement absolument épouvantable, et ben ma foi, c'est une croix sanguinolente, hein, qui va barrer le visage, et qui va être le premier voilà, symptôme, enfin un des symptômes donc de cette infection. Tiens, d'ailleurs, justement, regardons un petit peu ce concept de la croix sur le visage. Chez un anticlérical notoire et comme Garcenis, on ne peut pas, enfin en tout cas moi personnellement, j'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle entre la croix, le crucifix. Et dans ma petite tête de moineau, il y a des choses contournées là-dessus. Je me suis dit, pourquoi ce symbole-là? Il aurait pu, je sais pas, mettre un cercle, dessiner un sgeg sur le visage des mecs. Non, 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 il a décidé de mettre une croix. Est-ce que par cette croix-là, il ne balance pas une énième mine, un énième scud sur la religion, en fait, hein. En bref, moi, je l'ai interprété comme le principe de celui qui se part du masque de la vertu est bien souvent le pire. C'est-à-dire qu'en fait, mais c'est encore une fois mon interprétation, je me demande si par ce symbole de croix, il n'a pas voulu dire, regardez, la croix, encore une fois, elle est porteuse de choses épouvantables, et la symbolique la plus ignoble et la plus horrible, donc celle qui concerne les infectés, c'est une symbolique typiquement religieuse. Hein. Pourquoi pas? Donc c'est une de mes théories. Hein. Après, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Encore une fois, mon cerveau est au moins aussi malade que celui de Garcenis, à peu de choses près. Mais voilà, j'ai du mal à penser qu'il y a un hasard dans le principe du choix de cette marque de la croix au niveau du visage, hein, clairement. Donc, dans cet univers post-apocalyptique, disais-je, eh bien, on va suivre un groupe de survivants, hein, comme très très fréquemment, hein, dans ce genre de récit. Et donc, on va les voir confrontés à cette horreur, à cette apocalypse, en fait, et on va les voir eux-mêmes se dégrader moralement, mentalement, au fur et à mesure de ce récit. Hein. Donc, au vu de ce qu'ils traversent, ça semble un tout petit peu logique quand même.
Donc on va voir cette lente descente aux enfers des survivants en question, hein. Bien sûr avec le lot de pertes habituel, hein, des différents individus qui vont se laisser mourir. On va suivre plus particulièrement un couple, en définitive, qui n'en est pas un, mais qui vont, bah, au fur et à mesure, faire une croix sur leur propre humanité, en fait, hein, finalement, hein. À l'instar de ce qui se passe sur les théâtres d'opération en guerre, hein, où on a des gens qui doivent prendre des décisions tout à fait horribles. Ils vont perdre une partie de leur humanité dans des instants tout à fait terribles, lorsqu'ils vont être contraints d'abattre certaines personnes. Euh, je ne veux pas vous spoiler non plus, parce que pour ceux d'entre vous qui voudraient quand même mettre le nez dedans, ce serait quand même quelque chose de terrible, mais il va y avoir une expérience absolument épouvantable qui va les marquer les uns comme les autres, hein, et dans la prise de décision, dans l'obligation de tuer des individus, tout simplement parce que bah, ils peuvent pas se permettre de les garder avec eux. Vous voyez, on est poussé à ça, hein, dans ce genre de conditions. On va avoir également des parallèles avec l'horreur, mais du quotidien. C'est-à-dire que dans leur groupe, ils vont s'apercevoir à un moment que parmi eux, un monsieur bien sous tout rapport, tout à fait gentil, même un peu craintif, un peu faiblard, eh ben, il va leur avouer directement que bah, lui, avant tout ça, bah, il était un tueur en série et qu'il découpait des gens dans sa cave. Vous voyez, l'horreur, elle est où à proprement parler? Est-ce qu'elle est chez les infectés? Bien évidemment, dans leurs actes, c'est indéniable, mais est-ce qu'elle est chez les infectés en tant qu'individus qui sont sous l'emprise de, bah, on ne sait pas trop quoi, un virus, une malédiction, c'est jamais réellement dit dans le bouquin. Euh, Est-ce que l'horreur, elle est chez eux, ou est-ce qu'elle n'est pas chez l'être, je vais dire normal, non, peut-être pas non plus, mais la personne qui n'est pas infectée et qui, avant tout ça, perpétrait déjà des actes innommables. Vous voyez, l'horreur, elle n'est pas que chez les crustes, en fait, hein. C'est aussi un petit peu ce qu'essaie de nous dire Garcenis. Un autre exemple, à un moment, ils vont tomber sur un récit laissé par un soldat, où il explique que le gouvernement a décidé de faire arrêter les centrales nucléaires, parce que les fameux crustes, en plus d'être des épouvantables pervers et dégueulasses, bah, ils gardent une certaine part d'intelligence. Ce qui veut dire que, contrairement aux zombies, vous voyez, ils vont être capables de manipuler des armes, ils vont être capables de manipuler des machines, quelquefois, voire même des véhicules, pourquoi pas, hein. Et donc, le gouvernement prend peur et décide de faire arrêter les centrales nucléaires par un groupe de techniciens, d'ingénieurs. Et donc, bah, on a un groupe militaire qui va les accompagner pour pouvoir les protéger au cours de ces manœuvres. Et bah, il est décidé d'abattre littéralement les ingénieurs parce que si jamais eux-mêmes devenaient Crost, bah, ils pourraient réactiver les centrales. Vous voyez, elle est où l'horreur? La perversion telle qu'elle est par les Cross, c'est une perversion pure, primale en définitive, hein. Et celle du gouvernement alors, c'est quoi dans ce cas-là? C'est la fameuse raison d'État? C'est ça qui justifie les choses? C'est un peu particulier quand même, hein, je veux dire. Ça reste de l'horreur, ça reste du meurtre de sang-froid. Et puis, bah, comme Garcenis n'est pas à une critique près, hein, vous connaissez le bonhomme, il va même se faire une petite critique sympathique de la fascination qu'ont les ricains sur les armes. Il y a un passage, encore une fois, je spoil, je suis vraiment désolé, mais voilà, celui-là, je ne peux pas passer à côté. Il y a un passage où, en fait, on s'aperçoit, c'est là que les crustes deviennent de plus en plus intelligents, on s'aperçoit qu'ils utilisent des balles, ils vont utiliser des armes à feu, en fait, sur lequel, au préalable, en groupe, petite soirée sympa, ils se sont masturbés. Voilà, où ils ont éjaculé dessus. Et comme visiblement le virus se transmet par les fluides corporels, salive, le sang, mais visiblement aussi le sperme, d'où leur forte proportion à pratiquer le viol, et ben en fait, ils ont fabriqué des balles donc, avec un agent pathogène, hein. Il va y avoir un personnage qui se prend une bastose à un moment et puis bah, qui va tourner Crost, hein, précisément là-dessus. Cette image de la masturbation sur des balles, moi, enfin, encore une fois, c'est mon interprétation, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais j'ai pas pu m'empêcher de voir le petit clin d'œil d'humour très très noir à la Garcenis, hein, dont il est coutumier, des ricains qui se pignolent sur les armes. En gros, pour moi, c'est ça. Enfin, j'exagère, peut-être autre chose, mais concrètement, ouais,
l'image, le fait que ces personnages les plus méchants littéralement se branlent sur des cartouches, hein, bah ouais, 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 ouais. Est-ce que c'est pas un petit clin d'œil à coucou la NRA, vous voyez, hein, ou des choses comme ça, quoi. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, c'est pas non plus dépourvu de petits clins d'œil, de petits clichés, de petites critiques dont Gartenis a le secret, et puis qu'on aime bien, hein, mine de rien. Voilà. Mais ça va un peu plus loin, comme vous pouvez le constater, que le simple récit gore. Alors oui, c'est malsain, c'est épouvantable, c'est violent, c'est un récit d'horreur, c'est un récit d'horreur, mais la question à se poser, c'est, est-ce que c'est si différent que ça, que l'horreur que peuvent vivre certaines personnes dans leur quotidien et dans notre monde réel? C'est ça le vrai truc, hein. Parce qu'il faut bien garder à l'esprit que ces infectés font des choses épouvantables, hein, je l'ai dit et répété, hein, mais finalement, toutes ces choses horribles qu'ils font, eh ben, je reste persuadé que ça s'est déjà vu dans notre réalité par des gens qui n'avaient même pas l'excuse d'être infectés. Je veux dire, allez vous promener dans des territoires de guerre, allez voir un petit peu comment ça se passe en Syrie, ou comment ça s'est passé en Syrie, comment ça se passe en Palestine. Voyez un petit peu ce qui était fait dans les goulags sous Staline. Voyez un petit peu quelles horreurs, quels crimes ont perpétrés les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. On peut remonter à l'Inquisition, hein, l'Inquisition où les prêtres, justement, paraient du masque de la vertu, encore eux, et en plus avec l'excuse de leur idéologie ou de la foi, hein, ça c'est valable pour tous, et ben eux, oui, ça donnait à des pratiques et à des gestes au moins aussi violents et abjects que ce que les infectés font dans ce bouquin. La réalité dépasse de très très loin cette fiction. Vous voyez. Alors, je peux comprendre après qu'on ne soit pas à l'aise avec ce genre de lecture. Parce que ouais, ça met une tarte, c'est vraiment des choses innommables. Et en plus, bon, il y a un rapport au sexe qui met vraiment très très mal à l'aise. Hein, très très mal à l'aise. Mais je répète, je martèle, parce que je crois aussi il y a quelque chose là-dessus, un message là-dessus que Garcenis veut faire passer. C'est que dans la réalité, les humains n'ont pas besoin de virus pour s'adonner à des choses au moins aussi immondes. Vous voyez, c'est ça le concept, hein. Au moins, les Cross, ils ont l'excuse d'être infectés. Malheureusement, un Pol Pot ou encore un Bachar el-Assad, il peut pas avoir cette excuse-là, clairement. Donc vous l'aurez compris, ce cross, c'est un tout petit peu plus subtil que ce que ça pourrait laisser penser à la base, hein. On pourrait se dire, ah, c'est juste l'étalage des pensées perverses de son auteur. Non, 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 non. Garcenis va disséminer au travers de ce récit des messages, des intentions, clairement, hein, et oui, ça remue, oui, c'est malsain, oui, mais c'est aussi un petit peu ça, l'art, en définitif, hein. L'art n'est pas là pour conforter les individus dans ce qu'ils croient juste, l'art est là pour nous remuer, pour nous bouger un peu sur nos certitudes, sur nos valeurs, quelquefois. Et c'est ce que fait Garcenis. En cela, c'est une forme d'art. Alors, c'est vrai que c'est une forme d'art qui vous donne l'impression d'avoir un caleçon en fonte et que Garcenis vous fait sonner l'angélus avec vos couilles. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que, justement, ça a pas un peu ça fait pas un peu du bien, vous voyez, d'être comme ça mis en porte-à-faux, de pas être devant le énième récit avec un héros qui, devant l'adversité, blablabla, et qui va sûrement faire valoir des valeurs magiques. Mais non, 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 ces héros, ils sont faibles, ils sont forts. En même temps, ces héros, ils sont ce qu'est l'humain face à une adversité épouvantable. Ils nous racontent un récit mortel, malsain, dégueulasse, mais finalement, pas plus que certains aspects de notre réalité. C'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Et c'est ça, l'art. C'est, au regard d'une œuvre, donner une image, donner un aperçu de la réalité avec un prisme convergent qui est super malsain, qui est super dérangeant. Et c'est en ça que c'est très très bon, que c'est très très bien fait. Mais
bah, comme pour tout, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Ça, je suis complètement d'accord. Donc voilà, Cross, vous l'aurez compris, c'est une œuvre particulière, très, très particulière. On sent bien que, Garth Ennis, juste avant, il a pris son petit suppôt à la nitroglycérine et puis il a lâché une grosse caisse et paf, évidemment, c'est le drame. Il y en a partout, c'est dégueulasse, c'est sale, mais ça n'est pas inutile. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que tout ça vous aura plu, vous aura intéressé en tout cas. Heu, Allez-y ou n'y allez pas. Enfin voilà, vous y allez maintenant en connaissance de cause, avec toutes les petites explications, modestes explications que si j'ai pu contribuer à votre intérêt pour cette œuvre, et bah, ma foi, c'est pas plus mal. Juste un truc, Ennis a sorti donc a fait, Crost, mais derrière on a des auteurs de grands talents, hein. On a Spurrier, on a Alan Moore, qui ont repris cet univers-là, avec, diverses, itérations. Ce qui sous-entend bien que, bah, voilà, on n'est pas simplement devant un truc lâché comme ça par un auteur dégueulasse. Non, il y a des autres auteurs qui se le sont réappropriés et donc il y a un intérêt, artistique visiblement, pour ces auteurs à reprendre l'objet. Voilà, donc comme je le disais, j'espère que tout ça vous aura plu. Je vous fais, des bisous un peu partout, là où vous, estimez que c'est nécessaire. Et puis, ben, je vous fais à bientôt les bisous les loulous, un bisou, allez, un bisou.